Bon, ces dernières séances boursières, c'est vrai que ça s'était pas tellement bien passé, hein. Le S&P qui a perdu un petit peu plus de 3%, même le Dow Jones un petit peu plus de 5% depuis ses plus hauts. Des marchés en baisse. Bon, si on met à part la séance d'aujourd'hui, en tout cas la séance européenne, peut-on approcher la correction? On se pose la question avec vous. Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Le directeur des investissements chez Neuflize OBC, les moteurs à la baisse existent. Cette baisse des derniers jours, d'ailleurs, vous l'attribuez à quoi principalement? Le principal facteur explicatif, il est lié à ce qui est en train de se passer sur les taux, et en particulier sur les taux longs. Vous avez pu observer que les taux d'État américains ont remonté de manière assez substantielle. On s'approche de la barre des 5%. On s'approche sur 2 ans. Sur le 2 ans, on a touché les 5%, on venait de 4,15% en fin d'année dernière. Sur le 10 ans, on a flirté avec les 4,70%, on vient de 3,70%. Donc un mouvement qui est assez puissant et qui s'est accéléré au cours de ces dernières semaines pour quelques facteurs bien identifiés. Ouais. Vous avez d'abord une économie américaine qui est plus puissante que prévu. Certaines mesures en temps réel de la croissance américaine vous disent qu'aujourd'hui, la croissance américaine flirte avec les 3% de croissance, ce qui est beaucoup plus fort que escompté. Vous avez une inflation qui ralentit. Et ça nous inquiète, cette bonne santé de l'économie, parce qu'effectivement, ça ne favorise pas la décroue de l'inflation vers les 2%. Ça pose effectivement la question de la vitesse à laquelle cette inflation va ralentir, et certains s'interrogent même de savoir si l'inflation ne va pas réaccélérer aux États-Unis. Mais on reste dans l'idée que l'inflation américaine va continuer de ralentir au cours de ces prochains mois, même si le ralentissement est de plus en plus lent. Vous voyez aux États-Unis qu'on a plusieurs mesures de l'inflation américaine. Ouais. Certaines vous indiquent une inflation qui est autour de 3,5%, d'autres une inflation qui est autour de 2,8%. Donc on a déjà un peu de doute sur l'ampleur de cette inflation américaine, et on a des doutes sur la vitesse de ralentissement. On avait eu un léger rebond en janvier et février, et c'est vrai que Jérôme Powell s'exprimait hier. Il a quand même dit autre chose de ce qui s'était passé à la réunion de mars. Vous l'avez dit que ces chiffres, on les avait attendus, anticipés. Là, il a dit ouais, c'est quand même moins bon que prévu, faites attention. Il est en train effectivement de lui aussi s'adapter. Il change de narratif en indiquant plusieurs choses. Les dernières statistiques ne sont pas très bonnes. En tout cas, n'indiquent pas ou sont en train d'amoindrir la confiance qu'avait la Banque centrale américaine sur cette atteinte d'une inflation à 2%. La conséquence de cela, c'est que la Banque centrale américaine, et Powell l'a indiqué hier soir, va sans doute maintenir une politique monétaire restrictive pendant un temps plus long qu'escompté, ce qui signifie que cette Banque centrale américaine est en train de nous dire qu'elle ne va sans doute pas baisser ses taux au mois de juin, et qu'elle les baissera plus tard, une fois qu'elle aura... Vous voyez quoi, septembre, il y en a qui disent décembre, il y en a qui disent même le no-cut, finalement, il est de plus en plus probable. Nous, on était assez agressifs en fin d'année dernière sur la perspective de baisse de taux de cette Banque centrale américaine. On n'était pas loin de 6, on était à 5. On est en train de revoir cette projection. On va sans doute évidemment l'ajuster à la hausse, autour probablement de 3 baisses de taux, mais bon, on voit bien que l'incertitude, elle est en train de remettre en cause les projections des économistes, de remettre en cause les projections des banques centrales elles-mêmes, en particulier la Banque centrale américaine, et elle est en train de générer un peu de tension sur ces marchés. Et justement, l'ajustement aussi sur les marchés obligataires, donc l'ajustement à la hausse, c'est vraiment cette théorie du no-cut, ou en tout cas du cut très tardif, qui se matérialise, notamment sur les taux longs en fait. Pour l'instant, c'est cette théorie du no-cut qui est en train de se matérialiser. On n'est pas dans l'idée que l'inflation puisse réaccélérer et que la Banque centrale puisse même devoir remonter les taux. Idée qui a été... Il y en a de confrères qui le pensent. Oui, certains sont en train d'envisager cette hypothèse. Mais quand on regarde ce que pensent les investisseurs, ce qu'anticipent les investisseurs sur ce que va faire la Banque centrale américaine d'ici à la fin de l'année, il parie toujours sur 2 baisses de taux, à peu près. Donc le mouvement que l'on a sur les taux longs, pour l'instant, sont davantage un ajustement par rapport à ce que l'on voit sur les taux courts. Et on n'a donc pas de mouvement. Si les investisseurs étaient convaincus que l'inflation allait de nouveau réaccélérer,
le mouvement d'ajustement sur les taux longs serait dans ce cas-là beaucoup plus significatif. Ah oui, donc il faudra quand même regarder, effectivement, c'est quand même ces prochaines données d'inflation, mais il y a aussi ce qui se passe dans le monde, ailleurs qu'aux États-Unis. Quand même, avec ce qui s'est passé ce week-end, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ça nourrit une vraie inquiétude pour les marchés, ou alors ça reste compartimenté à ce qui peut se passer sur le Brent, donc sur le pétrole, et aller sur l'or comme valeur refuge. Ça peut se propager à des taux obligataires qui montent là aussi, alors ce serait peut-être plus du court terme que du long terme. On a vu ce qui s'est passé vendredi. Le Brent qui était beaucoup monté. Le Brent, le pétrole, la référence américaine, le WTI, l'or et le dollar qui s'était apprécié. On avait eu un petit mouvement d'aversion au risque, et dans ce petit mouvement d'aversion au risque, on avait vu que les taux longs avaient baissé. Donc Comment on explique ça ? On explique ça de la manière suivante, c'est que si jamais les tensions géopolitiques augmentaient fortement, et si on avait in fine un conflit régional au Moyen-Orient, ça signifierait très probablement un scénario de choc sur le prix du baril de pétrole. Et dans ce cas-là, évidemment une accélération de l'inflation, mais une accélération de l'inflation qui serait récessionniste, c'est-à-dire qui générerait in fine une récession de l'économie mondiale. Donc c'est la manière dont les investisseurs perçoivent ce risque géopolitique, à savoir que si il s'accroît, dans ce cas-là, le risque c'est évidemment une accélération de l'inflation, mais une accélération de l'inflation qui générerait une récession, d'où des taux longs qui baisseraient, puisque les investisseurs anticiperaient que face à une augmentation du risque de récession fort, les banques centrales seraient probablement obligées de baisser leur taux d'intérêt. Donc c'est un scénario qu'ils imaginent, mais pour l'instant on n'est pas rentré dedans. Non, pour l'instant on n'est pas du tout rentré dedans. On voit d'ailleurs que lundi, post-événement de ce week-end, le prix du baril de pétrole n'a que peu bougé. Et généralement les investisseurs ne sont pas dans l'anticipation de l'événement géopolitique, ils sont plus dans la réaction. Si on avait effectivement une situation qui dégénère plus franchement, dans ce cas-là, on verrait probablement le prix du baril de pétrole s'ajuster et les autres classes d'actifs s'ajuster également. Mais pour l'instant, ce n'est pas un sujet, on va dire, primordial pour les marchés d'actions, considérant que l'état de la situation, même si elle est effectivement particulièrement tendue, n'est pas susceptible de remettre en cause la trajectoire économique pour les prochains mois et les prochains trimestres. Et un des risques, c'est ce qui se passe en Chine. Alors hier, on a finalement eu un bon chiffre de croissance chinoise, mais il y a quand même un peu de défiance vis-à-vis de ça. Donc ça peut quand même amener une certaine inquiétude et in fine une baisse. On a vu les résultats aussi de LVMH, le chiffre d'affaires en vente en baisse sur la Chine. La Chine, ça fait plusieurs trimestres maintenant qu'on comprend qu'elle est en train de ralentir. On a des phases où les nouvelles sont plutôt bonnes, d'autres phases où les nouvelles sont plutôt mauvaises. Il faut garder à l'esprit que la Chine, structurellement, va continuer de ralentir. Sa population décroît. Elle a encore une bulle de l'endettement qui est assez importante et qu'elle doit gérer, d'où cette idée qu'en tendance, l'économie chinoise ralentit. Et puis autour de cette tendance, vous allez avoir des phases où l'économie chinoise fera un peu mieux, va rassurer, et d'autres phases où l'économie chinoise inquiétera de nouveau. Les dernières statistiques sont plutôt en train de rassurer. Après une année 2023 où on s'était plutôt inquiété, on voit que les statistiques chinoises montrent à minima une stabilisation de la dynamique économique, voire quelques poches de réaccélération. On voit par exemple que les indicateurs de confiance des entreprises dans le secteur manufacturier sont en train de rebondir, dans le secteur des services sont en train de tenir. Donc ça signifie qu'on est plutôt dans un scénario pour l'année 2024 où l'économie chinoise rassure rassure. Oui, mais il faut que la consommation suive derrière, la consommation des Chinois notamment. Nous, ce qui nous importe, c'est beaucoup le luxe. Mais... Oui. Alors après, pour toute la thématique du luxe, on a déjà eu Kering, on voit bien que la thématique du luxe est en train de faire face à un scénario pour l'instant d'atterrissage en douceur. Pas vraiment sur la valeur Kering, c'était pas en douceur. Alors pour Kering, c'était un peu plus puissant, c'était un peu un hard landing, mais... On voit LVMH, les résultats de LVMH confirment plutôt le scénario d'un atterrissage en douceur, d'où
d'où un titre qui se comporte relativement bien. Oui, en hausse. Aujourd'hui, oui. Les résultats d'entreprise, du coup, pour vous, c'est quand même encore un moteur à la hausse. Là, on peut espérer que ça, ce soit un catalyseur pour les indices. Les résultats d'entreprise vont sans doute être contrastés, à l'image de ce qu'on voit encore ce matin en Europe avec ASML qui déçoit, LVMH qui rassure. Ils vont être également contrastés entre les régions, entre l'Europe et les États-Unis. On voit plutôt des bonnes nouvelles potentielles du côté des États-Unis parce que la croissance économique américaine est restée encore très forte au cours de ce premier trimestre. En Europe, ça sera sans doute, comme je vous le disais, plus contrasté, hein, avec une dynamique des résultats de croissance des entreprises qui, en glissement annuel, est en territoire négatif aujourd'hui en Europe. Et la tendance, hein, pour les prochains trimestres, c'est plutôt une amélioration, une stabilisation de la dynamique de croissance des résultats des entreprises européennes et américaines et une réaccélération au cours de ces prochains trimestres dans le sillage d'une croissance économique mondiale qui aurait plutôt tendance à se stabiliser, et pour la croissance européenne qui aurait même tendance à réaccélérer très progressivement. Oui, c'était les derniers chiffres aussi du FMI. Merci beaucoup Olivier Ringard, donc directeur des investissements chez Neuflize OBC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.